Nous sommes dans les bois de Centre-Bretagne, dans la vallée du Blavet. 3 étudiantes cheminent vers un village, un très vieux village abandonné il y a près de 1000 ans. Les murs sont les seuls à garder la mémoire des femmes, des hommes et des enfants qui ont vécu durant plusieurs générations des existences tellement éloignées des nôtres que nous peinons à les imaginer. Les archéologues ont fouillé le site et grâce aux nombreuses informations qu'ils ont pu rassembler, les maisons, les remises, le four communautaire, les palissades, les enclos, le poulailler ont été reconstitués. C'est la résurgence d'un village disparu depuis bien longtemps. Chèvres, brebis et poules sont désormais les gardiennes de ce lieu suggestif qui invite à un très long et beau voyage. Un voyage dans le temps. Sous le regard intrigué des poules, nos 3 étudiantes ont une mission. Retrouver des odeurs et des saveurs disparues. Elles sont à la recherche des fromages antiques, des types de fromages que l'on fabriquait de l'époque gauloise jusqu'au début du Moyen-Âge. Pour cela, elles sont équipées d'un matériel que n'aurait pas renié une fromagère gauloise vivant à l'époque romaine. Des grands plats, des filtres, des faisselles, des gobelets, des moules, des mortiers et des amphores. Tous ces objets sont des répliques de céramique gauloise et romaine découvertes en fouilles archéologiques. Tout d'abord, pour ne pas contaminer le lait, il faut nettoyer vigoureusement les céramiques à la brosse avec de l'eau vinaigrée et de la cendre, puis les rincer à l'eau pure. Ensuite, la première étape est d'obtenir la matière première du fromage, à savoir le lait cru. Les chèvres, plus ou moins dociles, se laissent traire et nous réussissons à obtenir près de 2 litres de lait. On préférait, dans le monde romain, les fromages de brebis et de chèvre et on lançait la fabrication aussitôt après la traite. La seconde étape est de faire chauffer le lait cru afin d'obtenir les meilleures conditions d'une coagulation enzymatique. Cette chauffe doit être lente et progressive et, selon les textes, à chaleur indirecte, à savoir que le pot à lait ne doit pas être en contact avec les flammes ou les braises. L'une des méthodes connues pour chauffer le lait est d'y plonger des galets de mer brûlants. Selon la taille des galets, on peut contrôler la montée en température du lait et le réchauffer au fur et à mesure qu'il refroidit. Cette technique de chauffe était encore pratiquée jusque dans les années 1950 dans certaines régions et on pense qu'elle permettait de donner un goût particulier au fromage. La troisième étape est celle de l'empressurage, qui permet la coagulation et le caillage du lait. On ensemence le lait avec de la pressure d'animal tirée de l'estomac d'un agneau, d'un chevreau, d'un faon ou d'un lièvre. Durant l'Antiquité, on utilise amplement des pressures végétales, à savoir des fleurs de chardon ou de sucre de figuier. Les enzymes végétales, que sont la ficine pour le figuier et la cardanine pour le chardon et l'artichaut, étaient amplement utilisées dans certaines régions, mais ne le sont plus guère aujourd'hui alors qu'elles donnaient pourtant au fromage des goûts intéressants. Nos étudiantes optent pour les fleurs de chardon qui permettent un caillage du lait en quelques heures.
La quatrième étape est celle du tranchage et de l'égouttage du caillé. Le caillé doit être tranché de manière régulière pour en extraire le maximum de petits laits et est ensuite mis à égoutter dans des paniers, des faisselles en jonc ou en céramique ou dans des sacs de tissu. Nos étudiantes choisissent cette dernière solution et font égoutter le caillé au-dessus de 3 grands pots qui permettent de récupérer le petit lait. Le lendemain, les étudiantes ouvrent leur sac et découvrent ce que l'on peut maintenant appeler du fromage blanc. Elles le versent dans un grand plat, le battent, le travaillent à la cuillère en bois, le salent légèrement et emplissent des moules à fromage. 2 jours plus tard, elles démoulent les fromages, les saupoudrent de sel et les placent sur des étagères en bois d'une cave. C'est la phase de réessuyage et de séchage, durant laquelle les fromages sont compressés à l'aide d'un poids et retournés chaque jour pour perdre leur humidité. 9 jours plus tard, les fromages sont lavés à l'eau douce et prêts à être mangés, commercialisés ou conservés pendant de longs mois, voire plusieurs années. Dans toute une partie de l'Empire romain, les fromages représentent une nourriture quotidienne. Que l'on soit riche ou pauvre, simple paysan ou empereur, on raffole du fromage frais que l'on consomme avec du pain, de l'huile d'olive, de l'ail, des oignons et toutes sortes de plantes aromatiques. Le fromage est dans tous les celliers, dans toutes les caves, sur toutes les tables, et l'on prend garde à ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques qui en raffolent, comme les chats et les chiens. Mais on ne peut manger du fromage qu'à la belle saison. Durant l'automne et l'hiver, quand le fromage est plus vieux, qu'il a durci, on le râpe et on l'écrase au pilon dans un mortier pour fabriquer l'une des recettes les plus appréciées, le moretum, que l'on retrouve dans un poème attribué peut-être à tort à Virgile. Poème de Virgile. Son cabanon touchait un jardin qu'entourait une palissade à la tige légère. Ce jardin occupait peu d'espace, mais il était fertile en herbes de toutes sortes. Rien n'y manquait de ce qu'exigent les besoins du pauvre. Il le cultivait à peu de frais, mais il y consacrait régulièrement ses soins. Il savait planter des herbes de toutes sortes, confier leurs semences au sein de la terre et leur distribuer habilement l'eau des ruisseaux voisins. Songeant quelque menu régal, il était entré dans son jardin et tout d'abord, creusant légèrement la terre avec ses doigts, il en tire 4 gousses d'ail avec leurs racines fibreuses. Puis, il arrache de grêles chevelures d'ache et la rue roidissante et les coriandres tremblantes au fil menu. Après avoir fait cette cueillette, il va s'asseoir près de l'âtre joyeux et réclame à haute voix un mortier à sa servante. Alors, il débarrasse chaque gousse d'ail de son enveloppe noueuse, la dépouille de ses membranes extérieures qu'il éparpille sur le sol d'une main dédaigneuse, il les saupoudre de grains de sel, il y joint la croûte d'un fromage qu'a durci le sel et entasse au-dessus les herbes que j'ai dites. Alors, de sa main gauche, il ramène sa tunique par-dessous son naine velue, et de la droite, il commence par amollir sous le pilon l'ail odorant, puis il broie toutes les herbes qui confondent leur sucre. Sa main tourne en rond. Peu à peu, chaque plante perd sa vertu propre. Elles n'ont plus toutes qu'une seule couleur. Ce n'est plus un ensemble vert parce que les parties lactées s'y opposent. Alors, Similus y verse goutte à goutte l'huile d'olive et répand par-dessus la vertu d'un peu de vinaigre, puis mêle de nouveau la pâte et, une fois mêlée, la remue. Enfin, avec 2 doigts, il fait le tour des bords du mortier, resserre en un seul globe les parties séparées de la pâte pour lui donner l'aspect et le nom d'un parfait cachat.
Il y a 1800 ans, l'Empire romain s'étend sur toute la Méditerranée. Un amateur de cuisine nommé Apicius entend parler d'un fromage fabriqué aux confins de l'Empire, dans le nord des Gaules, à l'embouchure de la Seine. Désireux d'en savoir plus, notre cuisinier entreprend un long voyage. Il arrive en bateau à Rotomagus, l'actuel Rouen. Apicius prend la route la plus directe pour se rendre aux environs du Gât, aujourd'hui Côtebec-les-Elbeuf, où ce fameux fromage est produit. Il emprunte la route qui traverse la boucle du Rouvray, toujours visible de nos jours. Au bout de 2 heures de transport en charrette, il aperçoit sur le bas-côté de la route un panneau indiquant une fromagerie. Notre cuisinier décide de sauter de la charrette pour visiter cette ferme. Apicius arrive devant l'exploitation. Les fouilles récentes y ont révélé une zone agricole avec une ancienne mare et une parcelle entourée de fossés. L'étude des sols a montré que la terre y était plus fertile. Les autres espaces étaient sans doute boisés. L'analyse des charbons indique que des arbustes de lisière de forêt ont servi de combustible. D'après la mise au jour de restes de moutons et d'une paire de forces servant à la tonte, Apicius a dû traverser une prairie. Le propriétaire invite notre gastronome à entrer. L'habitat est modeste. Il compte une maison d'environ 150 mètres carrés et 2 petits bâtiments aux angles du jardin. De ce dernier, nous ne connaissons presque rien, si ce n'est une haie. À l'arrière de la résidence se trouvait une cave où l'on entrait par l'extérieur. Dès l'entrée, l'acheteur découvre un décor peint sur les murs de l'escalier. C'est dans cette cave que le fromage de brebis est affiné sur les étagères, dont seuls les éléments de fixation en fer ont été retrouvés. Un puisard permet de garder une hydrométrie constante. Mais revenons à nos moutons. Avant d'arriver dans la cave, un fromage, c'est du lait. La traite des brebis se faisait à côté de la cave où de nombreuses écuelles avec un bec verseur en forme de tête de lion ont été retrouvées. Il facilitait le versement du lait dans les cruches utilisées pour le conserver. Une pièce semi-ouverte est accolée à l'un des petits bâtiments d'angle. Bien qu'aérée, cette pièce de 8 mètres carrés possède un sol maçonné, peut-être pour faciliter l'évacuation de liquide, puisque des restes de grandes vasques y ont été retrouvés. C'est probablement là que le lait était mis à cailler. Une fois caillé, on sépare la partie solide du petit lait avec une passoire au-dessus d'une jarre. Cette opération se déroulait dans la cuisine. On y a découvert des faisselles rondes de 10 cm de diamètre, avec un piton central et des anneaux. Celles-ci donnent une forme reconnaissable au fromage à la suite du moulage. Si l'on résume, le lait est versé dans une grande vasque pour le faire cailler, on ajoute de la présure et on le place dans un endroit sec et bien ventilé. On sépare ensuite le caillé du petit lait à l'aide d'une passoire, puis ce caillé est mis dans un linge et dans une faisselle afin de le presser. C'est lors de cette étape que le fromage prend sa forme annelée. Il est ensuite affiné dans une cave au gré des semaines. Il devait s'apparenter à une tome de brebis. Apicius a dû la goûter dans la cave. Un grand couteau, des cruches et des gobelets y ont été découverts. Ces faisselles annelées ne se retrouvent que dans les fermes antiques, à quelques kilomètres du Gât. Elles constituent les traces du plus ancien fromage normand, oublié jusqu'à nos jours.